Voilà, nous allons démarrer la une ce matin et l'analyse plutôt ce matin avec Roland Laurent Toneikes et Marc Goudjanou. Bonjour à vous, chers confrères et collègues. Je ne vous présente plus, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Je sens la fatigue dans votre visage, vous avez tellement fêté la Noël. Joyeux Noël à vous. Merci. Bon. Ah oui, joyeux Noël Marc. Oui, joyeux Noël à vous et joyeux Noël à tous Donc, les amis téléspectateurs. C'est vrai que je m'excuse aussi parce que je n'ai pas été présent. Jeudi dernier non, pas seulement jeudi dernier, mardi. même le mardi. Ah oui. Le mardi, je n'étais pas là. Donc, toutes mes excuses, c'était indépendant de ma volonté. Ce sont les contraintes. Je lis la fatigue dans vos yeux ce matin. Vous avez tellement bien fêté. Et vous n'êtes pas fatigué apparemment? Non, moi j'ai un problème, à cause de la poussière, il y a un problème avec la main. Joyeux Noël aux téléspectateurs. J'espère que vous avez bien fêté. J'espère que vous préparez merveilleusement la fête du Nouvel An. En attendant, nous serons toujours sur ce plateau pour vous informer avec le même plaisir. Nous allons démarrer aujourd'hui l'analyse avec un sujet sur la justice. Chambre correctionnelle de la Criette, c'est le Télégramme qui titre sur cette information « Liberté provisoire pour 2 collaborateurs de Frère Ronvi ». Marc Goudjanou. C'est vrai. Déjà, au niveau de cette information, on doit remarquer que Frère Ronvi, c'est entre griffes et c'est 2 présumés collaborateurs. Donc, ce qui est important de pouvoir souligner dans cette affaire, c'est déjà qu'on n'est pas déjà, en tout cas la justice n'est pas déjà arrivée à nous faire comprendre de façon noir sur blanc si effectivement celui qui est en détention est Frère Ronvi, puisqu'on parle de Steve Amosu, à ce que je sache, et jusqu'à l'instant T où je parle, je ne pense pas qu'on ait déjà à prouver que c'est vraiment Steve Amosu qui est Frère Ronvi. Et donc, c'est pourquoi il est question également de présumés collaborateurs, parce qu'il faut arriver à identifier déjà que ceux-là, c'est-à-dire collaborent effectivement avec le supposé Frère Ronvi, et que toutes les preuves en leur possession ont permis quand même de pouvoir établir un certain nombre d'informations qui permettent quand même de souligner que ce sont des collaborateurs de Frère Ronvi. Et donc, si à un moment donné, la justice a décidé de leur accorder cette liberté provisoire, n'oublions pas que même au début de cette affaire, ces 2 présumés collaborateurs avaient été déjà pris par la justice, par la police, bien avant l'incursion du fameux MMA à Lomé. Et donc, je pense que ça rentrait dans la droite ligne des enquêtes qui avaient été menées où ces 2 présumés qui avaient été pris, il y a certainement des informations qui ont été recueillies à leur niveau et qui ont permis quand même de pouvoir avoir quelques pistes pour pouvoir quand même aller opérer sur Lomé au Togo. Et donc, si à un moment donné, la justice, qui est garante de notre liberté et de notre sécurité, à un moment donné, décide de les mettre en liberté provisoire, c'est forcément peut-être parce qu'ils ne représentent plus forcément un danger quelconque, ou bien peut-être à un moment donné, ils ont pu collaborer avec la justice, parce qu'il faut dire que la collaboration avec la justice, si cette collaboration est parfois franche à un moment donné et avec les avocats des 2 parties, parfois on arrive même à s'entendre sur un consensus à présenter devant le juge en question des affaires, pour ce que je sais. Et donc, je ne sais pas si pour le cas du Bénin, est-ce que c'est légion, est-ce que ce sont des cas de figure qui se présentent également. Et donc, si à un moment donné, ils ont pu collaborer avec la justice, ont pu aider la justice à avoir un certain nombre d'informations et qui ne représentent plus un danger en tant que tel pour la justice et qui peuvent être mis en liberté provisoire et donc interdits forcément de quitter le territoire national. Et donc, bon, la justice est seule juge et peut mieux apprécier la situation que nous, observateurs. Roland Toneikes. Oui, et dès les premières heures de cette affaire, on a appris que c'est les jeunes qui ont auraient filé des informations qui ont permis de tracer Steve Amosu ou Frère Ronvi. Ça dépend de la position de chacun, de la compréhension de chacun du dossier.
Mais j'estime que si aujourd'hui on accorde une liberté provisoire aux deux présumés ex-collaborateurs de Steve Amoussou ou frère Ronvi, je crois que la meilleure des choses aussi, c'est que d'espérer et que bientôt, qu'une liberté provisoire soit accordée à Steve Amoussou. Pourquoi? Parce que je pense que parce que quand on suit un peu l'actualité, apparemment la justice n'a pas réussi à avoir des éléments de traçabilité. Même si à un moment donné, on a pu obtenir des deux présumés supposés être collaborateurs de frère Ronvi ou Steve Amoussou, si on a pu avoir des éléments qui montrent qu'ils sont en communication, en contact permanent avec quelqu'un, est-ce qu'en interpellant cette personne, cette personne interpellée à Lomé, est-ce qu'on a pu réussir à avoir des éléments qui confirment la traçabilité des informations qui passent entre les deux éléments au Bénin et le supposé frère Ronvi ou Steve Amoussou à Lomé? Donc, si on n'a pas réussi à trouver de preuves en la matière, la meilleure, je pense que la suite de ce dossier serait d'abord alors d'accorder une liberté provisoire à Steve Amoussou, le temps de pouvoir avoir des éléments de justifier que c'est frère Ronvi. Donc, les autres ont pu collaborer, mais il revient à l'autre, je veux parler de Steve Amoussou, parce que Steve Amoussou, dès les premières heures, a dit clairement que lui n'est pas frère Ronvi. Donc, c'est sa vérité contre celle des autres. C'est sa déclaration contre celle des autres. Les autres continueront à dire, nous avons collaboré avec frère Ronvi. Lui dit, je ne suis pas frère Ronvi. On n'a pas réussi à avoir peut-être des éléments chez lui qui prouvent à suffisance qu'il est frère Ronvi. Donc, la meilleure des choses, c'est que on va espérer certainement que la justice, dans la ligne droite de ce qu'elle a commencé le lundi 23 décembre, en accordant la liberté provisoire aux deux ex-présumés collaborateurs, d'accorder aussi la liberté provisoire à Steve Amoussou, le temps que des éléments de réponse des éléments de preuve soient rassemblés. Et s'il faut maintenant revenir au procès, ils reviendront au procès. Je pense que de la normale des choses, c'est ce qui devait se passer. Mais quand même, attendons de voir comment est-ce que la justice béninoise va procéder. Alors, Daïbi, qui s'interroge également ce matin pour succéder à Patrice Talon. Ça fait partie des interrogations qu'on a souvent eues sur ce plateau, qui peut succéder à Patrice Talon lors des élections présidentielles de 2026. Je pense que la question demeure posée toujours, pas seulement au sein de toute la classe politique, parce que lorsqu'on dit qui peut succéder Patrice Talon, ça ne veut pas forcément dire que la personne qui lui succédera forcément sera de son camp, c'est-à-dire de la mouvance présidentielle, mais ça peut être également un candidat de l'opposition également. Et en prenant toutes ces formations politiques qui animent aujourd'hui la classe politique, on a un peu plus de difficulté à se faire déjà une idée du probable, d'abord, du probable candidat au niveau des différents partis politiques. Je veux parler de l'UPR, de l'UBR et également des démocrates, où jusqu'à l'instant où on parle, on ne sait pas encore qui sont ceux qui peuvent être les potentiels candidats au niveau de ces différents partis. Et donc, si l'interrogation se pose à ce niveau, alors il sera encore plus difficile alors de pouvoir trouver qui doit succéder à Patrice Talon. Parce que si même, je suppose un instant que nous avons pu avoir 3 différents candidats, par exemple pour les présidentielles, et que peut-être on a déjà des noms ou des supposés candidats pour les présidentielles, même parmi ces 3, par exemple, il va falloir alors identifier parmi les 3 là, lequel pourra être le probable remplaçant de Patrice Talon en 2026. Et donc, du moment où on ne sait même pas, au niveau de tous les ensembles, au niveau de tous les partis politiques qui existent aujourd'hui et qui aspirent à pouvoir briguer la magistrature suprême, on ne sait même pas quels candidats ils sont en train de proposer. Et donc, ce serait difficile de pouvoir savoir qui va vraiment succéder à Patrice Talon, puisque même au sein de cette grande mouvance présidentielle, en tout cas, dont le chef de l'État même est à la tête, on ne sait même pas qui est en réalité le candidat de cette grande mouvance, parce que les tractations vont bon train, les guerres de leadership se font déjà en leur sein, et donc
si eux-mêmes à leur sein, ils n'arrivent même pas encore à nous donner un probable candidat pour les présidentielles de 2026 et que l'opposition également de son côté n'arrive pas à le faire, ce serait difficile de pouvoir trouver le probable candidat. Et nous avons tous les yeux rivés sur cette présidentielle de 2026 afin de pouvoir voir quelle alternative on nous propose, avec quel candidat. Est-ce que ce sera toujours avec les mêmes qu'on a toujours vu au devant de la classe politique, ce seront avec toujours ces mêmes qu'on va voir, qu'on va reprendre encore, ou bien il y aura également des candidats qui vont quand même refléter les besoins, les aspirations du peuple béninois et beaucoup plus de la jeunesse, puisque la jeunesse occupe la plus grande partie de cette classe politique aujourd'hui. Et donc, qui sera vraiment représentatif et qui pourra réellement relever les défis qui sont aujourd'hui actuels et qui sont des défis qui sont très importants pour la population en ce qui concerne la santé, l'éducation, le social en général, c'est-à-dire pour pouvoir parler également du panier de la ménagère, des difficultés à pouvoir joindre les deux bouts et tout ce qui répond quand même aux aspirations et aux besoins des populations. Donc pour le moment, on ne sait pas encore, on attend, on va voir. Roland, on a une question. Vous posez la question, encore c'est ça? C'est moi. Pour susciter à Patrice Talon, c'est moi. D'accord, voyez-moi pour susciter votre candidature. Je suis officiellement candidat en 2026 pour succéder Roland, on a au une président de la République, Patrice Talon. plus sérieusement. Non, mais je suis un citoyen béninois. Et il faut quel âge pour être candidat? Vous êtes dans quel parti? Écoutez, je dis je suis candidat officiellement. Plus sérieusement. Je demande à un parti de venir me coopter. Ah, okay. Votre lecture? Bon, ma lecture, je crois que... non, je crois que aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur. Appelons les choses par leur nom. Appelons chacha. Les gens ont peur. Parce que si je dis aujourd'hui, je suis candidat dans telle fonction politique, est-ce qu'on ne va pas me broyer? Est-ce qu'on ne va pas me sortir des dossiers? Peut-être monter de toutes pièces. Est-ce qu'on ne va pas commencer par me torturer mentalement? Est-ce que les clébés ne vont pas me traiter de tous les noms? Est-ce que... Regardez déjà ce qui se passe. Hein. Même dans la mouvance, si j'ose dire, je suis candidat de la mouvance, est-ce que j'aurai... Sans la bénédiction. Sans la bénédiction du FADA, est-ce que ça va aller? Ça peut marcher. C'est autant de choses. Les gens ont peur en réalité. Ce n'est pas que les gens se préparent. Hein. Non, au-delà de tout. Ils ont peur. Même présidents de parti, ils ont peur. Ils savent pourquoi ils ont peur. Ils attendent, ils négocient, ils continuent de faire l'enfant docile pour espérer que le chef vienne donner finalement sa bénédiction. Et pourtant, et puis vous savez très bien, le chef a toujours son plan qu'il déroule. 2015, aller demander à certains acteurs politiques, ils ont tous été contactés à qui on a promis qu'ils seront candidats. Mais par la suite, on leur a demandé de carrément laisser tomber. Donc là maintenant, ils sont nombreux peut-être à recevoir certainement des promesses. C'est pour ça que vous allez voir quelques agitations au sein de certaines formations de la mouvance présidentielle. Mais ils savent, ils sont très bien conscients que, sans la bénédiction, est-ce que ça marchera? Et ils n'ont pas la certitude que véritablement ils auront cette bénédiction. Donc maintenant, sachant que nous avons tous mangé ensemble, sachant que nous avons tous dirigé ensemble, et si vous osez défier le chef, vous savez très bien ce qui vous attend. Parce que dès lors que vous gérez l'argent public quelque part, il y a toujours un hic qu'on peut vous reprocher à un moment donné, malheureusement, sous nos cieux. Donc, certains acteurs ont bien la volonté de dire « je suis candidat ». Ils sont obligés de multiplier les séances de contact avec les femmes dans toutes les communes. Certains sont obligés d'organiser des festivals à Cotonou. Certains sont obligés de faire des réunions de proximité. Je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaissent. Parce qu'on en connaît aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a ses réunions de proximité sur les femmes. Il va rencontrer des femmes dans les différentes communes ou départements, si vous voulez. Il y a un autre qui organise des festivals, des concerts gratuits aux jeunes. Il y a un autre qui, bon, lui dit ses réunions de proximité, il passe de quartier en quartier discrètement. Bon, donc, finalement, on ne sait pas. Il y a un autre là-bas, meilleur, bon, peut-être au plan ouest africain ou africain, qui aussi a ses contacts sur le terrain, qui travaille pour lui. Donc, finalement, chacun se dit, bon, je continue d'abord le travail sur le terrain, espérant que le jour, quand il plaira au chef de décider que ce soit moi,
je n'aurai pas à reprendre tout de suite, tout à zéro. C'est ça. Mais c'est la peur en réalité. Parce que véritablement, à un moment donné, et puis le contexte actuel, c'est qu'il faut avoir les parrainages, il faut aussi avoir la bénédiction du président du parti politique. Donc, si votre président de parti rencontre les femmes dans les départements et que lui aussi il a des ambitions, vous ne pouvez pas oser vous lever pour dire que vous êtes candidat. Parce qu'en son temps, si votre parrainage n'est pas co-signé par le président du parti, vous n'irez nulle part. Donc tout le monde est docile aujourd'hui. Et donc le contexte, je le rappelle, c'est les parrainages d'abord, qu'il faut rappeler que ce n'est pas facile aujourd'hui d'être candidat. Hein. Moi, j'ai tout fait de dire que je suis candidat, mais je sais très bien que ce n'est pas possible. Mais ils peuvent venir me coopter, parce que j'ai suffisamment d'argent pour faire la campagne. J'ai des partenaires, quoi. J'ai le fonds saoudien promis aux autres en 2021. Et vous n'avez pas des dossiers également? Non. Bon, non, ils peuvent trouver toujours des dossiers. Ça, c'est possible. Bonne question. Parce que vous n'avez pas de dossiers. Je voudrais rappeler que les 10 milliards de fonds saoudiens proposés ou promis aux autres candidats en 2021, ils se reconnaissent. Les Saoudiens ont décidé de mettre les 10 milliards à disposition maintenant. Donc, non, plus sérieusement, je pense que véritablement, oui, les gens doivent davantage travailler à rassurer ce peuple, convaincre ce peuple. Il ne s'agira pas de venir encore nous baratiner, notamment le peuple béninois. Le peuple béninois veut du contraire. Oui, le chef d'État, Patrice Talon, a fait ce qu'il peut à la tête du pays. Il doit partir en 2026. Bon, la Constitution dit qu'il doit partir en 2026. C'est pas moi de dire, c'est pas moi qui dis qu'il doit partir, c'est la Constitution qui dit qu'il doit partir en 2026. Et donc s'il partait, il faut quand même il faut une alternance véritable au sommet de l'État. Est-ce que le prochain président sera issu de la mouvance présidentielle? Est-ce que ce sera issu de l'opposition? Les opposants aussi continuent de faire leur travail. Hein. Chaque fois, soit ils font une réunion de proximité, ou alors ils mettent Boni Aïe devant, qui fait les mobilisations de foule dans toutes les communes pratiquement. Donc chacun fait ce qu'il peut faire pour continuer à dire au peuple, c'est moi qui suis le meilleur ou bien la meilleure personne à choisir. Donc, véritablement, attendons de voir, puisque la loi dit qu'en octobre 2025, on doit pouvoir connaître les candidats, ils vont rester dans leur cachette et faire tout ce qu'ils veulent. Au-delà de tout, en octobre 2025, ils n'auront de choix. Si le code électoral n'est pas modifié, en octobre 2025, on se connaîtra qui sont ceux qui ont le courage ou qui ont reçu la bénédiction d'être proches. Vous croyez toujours à la relecture du code électoral? Je dis si. Vous savez, moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. Je remarque que dans ce code, il y a des choses que j'ai dénoncées. Maintenant, je ne vais pas passer mon temps à dénoncer. Je demande aux gens de l'opposition et aux autres acteurs de chercher les voies et moyens de contourner, parce que ceux qui sont en face d'eux n'ont aucune envie de revenir sur ce code électoral. Donc, il ne faut plus continuer il ne faut plus qu'ils perdent leur temps à pleurnicher sur le lait renversé. Le lait est déjà renversé. Il faut penser à autre chose. Il faut aller voir le peuple peut-être à côté pour prendre le lait de vache et contourner et continuer. Voilà, autre information devrait être sur ce plateau, indicateur de développement, la souveraineté économique au Bénin, mythe ou réalité? C'est une interrogation qu'on retrouve à la une du quotidien L'Économiste. Oui, bon, je pense que même mythe ou réalité, parce que même, je dirais que même parmi lors du discours sur l'état de la nation, que le chef de l'État a présenté, il faut remarquer que des chiffres ont été avancés de part et d'autre, mais en réalité, est-ce que ces chiffres reflètent en réalité la réalité sur le terrain? Est-ce que ça reflète la réalité du vécu quotidien des uns et des autres? Et donc, autant qu'on est en train de montrer que le Bénin, c'est vrai, le Bénin a eu des avancées, ne l'occultons pas au niveau économique, mais est-ce pour autant que tel que l'on le dit, tel que l'on le proclame, tel que l'on encense cela, est-ce que c'est réellement la réalité? Et donc, ça pose réellement la question de savoir, est-ce un mythe ou une réalité? Parce que l'on voit que malgré ses prouesses économiques, malgré ses avancées, le Bénin et les Béninois sont également dans d'énormes difficultés. D'accord? Et là, on se pose la question pour savoir pourquoi est-ce que ces avancées économiques ne se reflètent pas en réalité sur le vécu, sur le quotidien des Béninois. C'est là la vraie question.
parce qu'on pourrait nous sortir tous les chiffres qu'il faut. Mais si les chiffres sont sortis et qu'en retour, ces chiffres n'impactent pas le quotidien, d'accord, n'impactent pas le milieu financier, n'impactent pas la vie économique, d'accord, des Béninois et des uns et des autres, ce serait difficile de pouvoir voir cela en une réalité beaucoup plus tangible. Donc la question se pose réellement, est-ce que nous sommes toujours dans la vraie réalité de ces prouesses économiques qui sont brandies chaque jour dans les journaux, au niveau de nos télévisions, un peu partout, jusqu'à ce que l'on soit l'un des pays qui est le meilleur ministre des Finances de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique en général même. Donc, de l'Afrique, est-ce que réellement cela se reflète dans le quotidien des Béninois? Et je pense que non. Je pense que non. Donc, au-delà des chiffres, il y a les réalités auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, les difficultés également auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, auxquelles les opérateurs économiques sont confrontés chaque jour, auxquels les citoyens sont confrontés chaque jour. Et cela ne peut pas être occulté lorsqu'on nous parle d'une croissance économique assez large, d'une prouesse économique assez diversifiée. Roland, on a une question. Souveraineté, caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Le Bénin, économiquement parlant, en tout cas depuis 2016, on ne tend plus la main aux autres pays. Mais nous faisons des emprunts obligataires. Donc nous sommes soumis à la volonté de certains riches du monde. Et à quel prix? Souveraineté économique. Mais les paysans souffrent. Souveraineté économique. Les travailleurs souffrent. Souveraineté économique. Les journalistes souffrent. Ou bien vous ne souffrez pas? Allez-y. Non, répondez. Peut-être que vous êtes plus heureuse que moi. Hein. Bon. Donc, souveraineté économique, dans le contexte actuel, c'est en même temps mythe et réalité. Réalité en ce sens que il y a un groupe qui s'enrichit, qui vit bien. Donc pour eux, là, la souveraineté économique est une réalité. Mais pour la grande majorité qui souffre, c'est un mythe. Parce que concrètement, on ne sent pas ça. Je le rappelle, hein, j'ai dit, hein, je ne dis pas de distribuer l'argent. Mais quand on dit souveraineté économique, c'est que le soja, on permet aux producteurs de vendre ça à un prix pour avoir un bénéfice. On ne le met pas en difficulté. Quand nous avons la souveraineté économique, c'est que l'huile de table, pendant que nous sommes premier producteur de coton, et que nous utilisons le coton graines pour produire de l'huile, l'huile ne peut pas coûter cher au Bénin. Ce n'est pas possible. Mais c'est la réalité. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, la souveraineté économique dont vous parlez, ou dont parle le journal, c'est mythe. Parce que nous avons l'huile, l'arachide, pardon, qui était produite en quantité au Bénin, Carole Laillé. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la production d'arachide au Bénin? On dit les oléagineux. En termes de production, où en sommes-nous aujourd'hui? Le coton, nous sommes premiers. Nous vantons ça, c'est une fierté. Mais les graines qu'on utilise pour faire l'huile, là, si nous sommes premiers producteurs, on devait avoir la quantité suffisante pour produire. Si on pense que la seule entreprise qui fait ça n'a pas la capacité de produire autant d'huile, ouvrez le marché. Permettez à d'autres usines de venir s'installer. Et il y aura la concurrence. Mais dès lors qu'il y a le monopole, nous allons subir et nous subissons. Et je crois que c'est la vraie raison de la hausse du prix de l'huile aujourd'hui sur nos marchés. L'une des raisons. Donc, il y a un monopole en termes de production d'huile, pratiquement d'huile de table avec les graines de coton. Le soja. Les gens produisent de l'huile avec le soja. Mais nous produisons le soja en quantité. On va acheter ça chez les producteurs. On en fait quoi? Quand on transforme, est-ce qu'on retrouve ça à la table du Béninois lambda? Donc, à ce niveau, quand vous prenez ces paramètres, les Béninois vous diront clairement que la souveraineté économique dont on parle, c'est un mythe. Maintenant, ceux qui sont la minorité, qui profitent de la situation, qui vivent bien, vous dira que non, écoutez, mais qu'est-ce qu'il raconte ce journaliste-là? Écoutez, nous sommes premiers dans la sous-région, nous sommes cinquièmes dans la sous-région, nous avons le meilleur ministre de la Défense de l'Afrique, nous avons ça, qu'est-ce qu'il raconte lui là? Oui, parce qu'eux là, ils ne sentent pas. Ils ne sentent pas. Puisqu'ils ne sentent pas,
Vous, quand vous dites des trucs comme ça, ils disent que oui, qu'est-ce qu'ils racontent. Mais j'estime véritablement que oui, nous sommes en plein, en tout cas, en plein processus. Hein. On dira que oui, écoutez, l'argent qu'on trouve là, on fait les belles voies pour nous. Les voies sont bien réalisées aujourd'hui. C'est un fait. Il faut l'avouer. Mais, il faut quand même penser, travailler à faciliter la tâche aux producteurs. Moi, je suis le premier à combattre le fait que dans ce pays, le Bénin, nous ayons des champs d'ananas à perte de vue, mais que ce pays continue d'importer du jus d'ananas. Il y a un problème. Trouvons les moyens. Souveraineté économique, c'est ce que ça veut dire. En réalité, vous donnez de la, valeur. Pour que ce soit une réalité, oui, et pour tout le peuple béninois. Vous donnez de la valeur aux producteurs locaux, aux entreprises locales. Vous leur donnez de la valeur, vous leur donnez de la force, vous les poussez. Je donne un exemple, je ne vais pas citer la boisson. Un Béninois qui a reçu la licence d'une firme internationale pour produire une boisson, je ne donnerai pas le nom, vous allez vous retrouver, s'est installé dans la zone de Semenkrake, produit cette boisson, mais est concurrencé tous les jours par la même boisson qui quitte le Nigeria pour venir sur le territoire national. Et à ce niveau, rien n'est fait pour protéger le citoyen. Et pourtant, il a fait près de milliards de francs CFA à la BOAD. Au plan local, une autre entreprise qui n'a plus la licence produit la même boisson sous un autre nom pour concurrencer le compatriote. Et là, l'État régalien joue quel rôle? Et ces boissons qui quittent le Nigeria en quantité, sommes-nous sûrs que c'est la meilleure qualité? Avons-nous la preuve, la possibilité de faire la traçabilité pour savoir où est-ce que ces boissons sont produites au Nigeria? Sachant très bien que chez nous-mêmes, là, nos Chinois du Bénin peuvent faire ça en grande quantité et revendre. Je veux parler de Sobradja. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans notre processus aujourd'hui pour aspirer à une souveraineté économique. Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons encore du chemin. Et avoir du chemin, comme puisque nous avons du chemin, je demande au gouvernement de continuer à donner de la force à ces entreprises locales. Ceux qui font les jus d'ananas, ceux qui font les sirops, il y a des Béninois qui font des vins de bissap. Ça existe. Mais combien sommes-nous à aller consommer le vin de bissap? Et pourtant, nous consommons du vin. Et aujourd'hui, il y a des caves à vin un peu partout. Quelle est la preuve de justice, quel est le processus pour vérifier et justifier que tous ces vins-là sont de bonne qualité? C'est un problème. Alors que si nous avons l'habitude de produire la boisson produite par notre compatriote à Semenkrake, nous lui donnons de la force parce que la demande sera forte. Quand la demande est forte, il aura besoin de main-d'œuvre. Il n'ira pas recruter des Togolais. Il recrutera des Béninois pour travailler là. Si nous consommons par moment, par mois, tout au moins, le vin de bissap, celui-là, si la demande est forte, il va recruter. Il va créer de l'emploi. Donc, je pense que la souveraineté économique, c'est ça en réalité. Ce n'est pas donner de la force à ceux qui viennent de l'extérieur, mais c'est donner de la force à ceux qui se produisent en interne et de donner de la force aux entrepreneurs locaux. Merci. Vous avez... Oui, je voudrais dire qu'en réalité, que souvent, les chiffres qu'avancent les experts en économie, en réalité, lorsqu'on peut même parler d'une croissance économique, on peut parler d'une croissance de 7% et autres en réalité, ce sont des chiffres qui touchent peut-être des aspects un peu plus généraux, d'accord, un peu plus global, mais en réalité, ça ne touche pas de façon plus précise à la vie et au vécu des citoyens en ce qui concerne les enjeux qui sont immédiats. Je veux parler de la cherté de la vie, de l'emploi et de l'accès également aux services essentiels. Et donc, c'est là le véritable problème. C'est vrai que lorsqu'on avance ces chiffres macroéconomiques, on peut constater que effectivement, au niveau des grands projets,
au niveau de certaines grandes réalisations, des avancées sont faites. Mais est-ce que cela touche directement, par exemple, les secteurs vitaux qui constituent en réalité le vrai socle, par exemple, de l'épanouissement des citoyens à divers niveaux? Et on remarque que ça ne touche pas. Parfois, même lorsque l'on réalise des infrastructures comme les routes, par exemple, d'accord, qui impactent, c'est vrai, la vie économique du pays, vous pensez, ça n'a pas un effet immédiat, en fait. C'est peut-être à long terme. C'est peut-être à long terme qu'on pourrait peut-être ressentir l'effet de ces réalisations-là. Il y a certaines réalisations également, en ce qui concerne également les grandes industries, en ce qui concerne l'implantation des firmes au niveau de Gros-Djibé et partout. Et donc, on ne pourra pas quand même essayer de voir les retombées de façon immédiate parce que ça ne touche pas de façon directe. Parce que imaginez, la plupart en réalité de ces infrastructures et de ces grandes réalisations sont concentrées dans le sud du Bénin. Alors qu'il y a beaucoup de zones rurales aujourd'hui qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas impactées par ces réalisations-là en réalité. Et donc, ceux-là, par exemple, vous ne pourrez pas aller les voir pour leur dire en réalité que nous avons telle avancée économique et qu'ils vont vous comprendre. C'est impensable parce qu'en réalité, ça ne touche pas leur vécu. Et puisqu'il y a toujours des problèmes de chômage qui sont là, des problèmes de cherté de la vie, des problèmes d'accès à des soins, des problèmes d'accès à un certain nombre de choses qui doivent rentrer dans le bien-être des citoyens, des Béninois. Et du moment où toujours ces problèmes se posent, il y a ce contraste-là, d'accord, entre ce qui est fait et ce qui est affiché comme chiffre et ce qui est la réalité. Comment franchir aujourd'hui le cap alors? Il faut préciser que les chiffres avancés parfois, c'est quand vous faites la volonté des institutions de Bretton Woods. Ils ont leur canevas. Et dès lors que vous êtes dans la droite ligne de leur canevas, qui en réalité est un choix, la plupart du temps des puissances étrangères, vous êtes meilleur pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut dissocier ça. En réalité, il faut se dissocier ça de la réalité. Vous faites la volonté de ces institutions, vous restez dans leur canevas, vous êtes meilleur. Mais dès lors que vous écartez de leur canevas et que vous vous concentrez sur les problèmes de votre communauté, vous devenez mauvais élève pour eux. Et c'est tout ça le problème. Alors, comment adapter? Non, il faut pouvoir adapter, en tout cas, ces évolutions, ces avancées économiques à la réalité des citoyens. Je donne un exemple très simple. On est en train de parler, par exemple, de la destruction du marché de Dantokpa, d'accord, qui a environ 35 000 commerçants. Mais vous savez, lorsqu'on va procéder à la destruction, et même si on est en train de construire aujourd'hui les marchés modernes, ces marchés modernes ne répondront jamais aux besoins, d'accord, de tout ce qui est englobé au niveau du marché de Dantokpa, qui a plus de 35 000 commerçants. Et donc, qui représente également un pôle stratégique, d'accord, au niveau de la sous-région et surtout des pays qui quittent, de ceux qui quittent le Nigeria et d'autres pays de l'Interland pour pouvoir venir s'approvisionner. Les marchés modernes, n'oublions pas, ces marchés modernes sont éparpillés de part et d'autre et donc ne sont pas dans une zone géographique qui permet de faire la concentration, par exemple, de l'activité économique à ce niveau-là. Et donc, du coup, même s'il y a des marchés modernes qui sont construits, d'accord, et qui participent, par exemple, à l'amélioration, par exemple, de l'indice économique, par exemple, de façon terre à terre sur le terrain, leur impact ne va pas en tout cas, se ressentir parce que au niveau du marché d'Antokpa, par exemple, vous imaginez, ça génère des milliards par jour. Par jour, oui. Donc, vous imaginez, alors que même lorsque vous prenez, par exemple, nos marchés modernes qui sont construits aujourd'hui, d'accord, secondaires qui sont construits aujourd'hui, imaginez un instant, hein, les populations ne sont pas encore habituées à s'y rendre, à y faire le marché comme cela se doit. Et je me donne, j'ai pu faire une enquête sur la délocalisation du marché de Kpaou, où un nouveau marché a été construit. Ouais. Mais lorsque vous questionnez les bonnes dames, elles disent qu'elles ont perdu beaucoup de clients. Parce qu'il y avait des difficultés, par exemple, à pouvoir, vous savez, les bonnes dames ne sont pas forcément toujours des lettrés. Et donc, ils ont une facilité avec les nouvelles technologies pour pouvoir mettre en place une base de clientèle, une base de leur clientèle, pour pouvoir les réactualiser, leur envoyer des messages pour les dire. Donc, du fait qu'ils sont délocalisés ainsi, ça pose des problèmes où parfois, avec le temps. Voilà, où parfois ils ont des difficultés. Donc, de façon immédiate, en réalité, les chiffres, ça n'impacte pas. Ça peut impacter à long terme. Mais en ce qui concerne les réalités et les besoins immédiats, c'est qu'il faut des mesures, par exemple.
Je l'ai dit, par exemple, lorsque vous prenez le discours du chef de l'État, tout ce qu'il a dit, par exemple, ce sont des promesses à long terme. Il n'y a pas eu de mesures immédiates, par exemple, qui puissent régler les problèmes des Béninois de façon immédiate. En titrant, cherté de la vie et faible pouvoir d'achat, le discours peu rassurant de talent. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Le chef de l'État reconnaît qu'il y a la cherté de la vie, qu'il y a des problèmes sociaux qui existent. Mais les propositions qu'il a, tout ce qu'il dit, ce sont des promesses. Il n'a pas fait de promesses. Ce sont des promesses. Et que ce sont des promesses qui sont des promesses à long terme. D'accord, qui ne vont pas forcément... Il nous a demandé de serrer les ceintures. Après, il est revenu, il a dit que maintenant, c'est le purement social parce qu'on a assez serré les ceintures. Aujourd'hui, il ne propose rien, donc je me demande... Non. Moi, je crois que dans son discours, il n'a pas eu la cherté de la vie, il a reconnu, il n'a pas fait de promesse à quelqu'un. Justement, c'est pour ça que je dis... Ne vous nourrissez pas de promesses, hein. Ça fait votre problème. Allez travailler, réfléchissez, serrer, continuez à serrer les ceintures. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire, je n'ai de cesse répéter cette affaire, c'est qu'il faut que le chef d'État réfléchisse à quelle est la possibilité de subventionner certains produits. On me dira que les salaires sont augmentés depuis quelque temps, mais les gens ne ressentent plus ça. Au moment où les salaires ont été augmentés, mais l'huile n'était pas à 2000, 1800, 1900. Oui, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, le Béninois lambda souffre et c'est la triste réalité. C'est ce que je dis, c'est pour dire il faut subventionner certains produits. Et deuxième chose, il faut réfléchir. Parce que vous imaginez des produits coûtent moins cher ici et au Niger. Et ici, ça coûte cher. Il y a un problème. Le Togo tout près. Le Togo à côté. Même au Togo. Donc, posons les questions. C'est à croire que pour nous, c'est l'huile que nous consommons, ça vient des États-Unis, de la Maison Blanche. Non. Nous allons sur le même marché, nous tous. Mais pourquoi est-ce que ça coûte moins cher dans ces pays? Le Niger qui n'a pas de port, pourquoi ça coûte moins cher certains produits de là-bas et nous, nous en souffrons ici? C'est pour ça que je dis, si c'est importer le produit qui fait que ça coûte cher, libéraliser le secteur de la production d'huile au Bénin. Ouvrez le secteur à deux acteurs. Qu'il y ait de la concurrence, c'est la concurrence qui fait le marché. Dès lors qu'il n'y a pas de concurrence, aussi longtemps qu'il n'y a pas de concurrence, le seul opérateur qui a le monopole fait sa loi. Fera des populations ce qu'ils veulent. Donc, c'est ce que nous vivons malheureusement. Les bonnes dames, ceux qui produisent l'arachide en quantité, aujourd'hui, les bonnes dames qui vendent l'huile là-bas. Mais s'ils apprennent que l'huile que vous importez ou bien l'huile qui est produite de l'autre côté, ça coûte cher, mais qui ne veut pas avoir de l'argent? Qui ne veut pas avoir de l'argent? Vous produisez votre huile, vous vendez ça à 1500. La dame produit à son huile d'arachide, vous dites qu'elle doit vendre ça à 1200 ou à 1100 francs. C'est comme si elle est née pour ne jamais être riche. Elle-même va profiter de la situation. Au fond, les bonnes dames aujourd'hui, est-ce qu'elles font de gaieté de cœur? Non. Elles profitent de la situation. Donc, la seule solution, ou bien la seule alternative aujourd'hui, c'est de chercher à subventionner certains produits ou alors de libéraliser le secteur de la production d'huile au Bénin, libéraliser certains... Écoute, les gens produisent du riz au Bénin. Oui, on dira que le ministère de l'Agriculture fait des efforts en subventionnant ces gens-là. Ça, j'avoue, j'ai pu constater. Mais à quel degré? Quel est le niveau d'appui apporté à ces personnes-là aujourd'hui pour que nous puissions avoir du riz de qualité? En quantité. Moi, depuis un moment, j'ai fait le choix de ne consommer que du riz produit au Bénin. Et celle qui me vend ça, elle peut témoigner. Du riz produit au Bénin. Il y a des produits qui vont chez moi. C'est ça, si ce n'est pas produit au Bénin, je n'en prends pas. Pour donner de la force à ces gens-là. Mais ceux qui nous gouvernent là, combien sont-ils à consommer du Made in Bénin? Ils sont nombreux à aller s'aligner devant les grands supermarchés pour acheter des produits importés, donnant de la force à ces pays-là de continuer à recruter, de créer de l'emploi dans le pays. Et dans ce cas, dans cette situation, quand vous voyez les jeunes prendre la voie de l'immigration, vous dénoncez. Mais si le jeune sait que là-bas, il y a de l'emploi, où il sera bien payé, il va partir, et c'est bien dommage. Oui, mais quand même, je voudrais dire que, bon, on ne peut pas dire que totalement... je voudrais revenir sur l'aspect des promesses qui ont été faites par le chef de l'État dans son discours. C'est vrai que des promesses ont été faites, ne l'occultons pas. Lorsque je prends, par exemple, il y a eu question de l'accès à l'eau potable, par exemple.
où il y a un taux de pénétration jusqu'à 80%, où il promet que d'ici là, c'est qu'on pourra atteindre les 100%. Et pour la pénétration au niveau de l'accès à l'électricité également, je pense que ça fait partie, par exemple, des besoins également des populations. Au niveau du système sanitaire, par exemple, au niveau de nos hôpitaux, par exemple, l'ouverture, on attend toujours l'ouverture, par exemple, de ce grand hôpital qui est à Bomé-Calavi, qui est en face de l'hôpital de zone. Et donc, mis à part ça, moi je me dis, c'est vrai, il a dit, pour l'énergie, il dit, par exemple, que c'est un projet peut-être d'ici 2 ans, par exemple, au bout de 24 mois. Donc, vous savez, ce ne sont pas des promesses, par exemple, qui peuvent... Les promesses qu'on attend beaucoup plus, ce ne sont pas des promesses à long terme. On veut des promesses qui soient vraiment immédiates. À court moyen terme. C'est-à-dire, voilà, on peut dire, tel que Laurent l'a dit par exemple, on peut nous dire par exemple, ok, en tant que père de la nation, je pense déjà par exemple subventionner un certain nombre de produits par exemple à partir même de janvier 2025. Ça, on sait que c'est un projet immédiat. Nous avons des factures salées, voilà, sans aucune explication. Donc, par exemple, au niveau de l'eau, même puisque nous n'en manquons pas, au niveau de l'eau, par exemple, je veux faire une réduction, par exemple, au niveau des prix, par exemple, au niveau de l'attribution des compteurs pour qu'il y en a assez un peu partout, et surtout dans les zones rurales. Et donc, il manquait réellement, en tout cas, à tout ce qu'il a dit, même si lui-même reconnaît qu'il y a cette cherté de la vie, il n'a pas proposé d'alternative. Il n'a pas proposé de solution, par exemple, qui puisse quand même soulager les peines des populations. Tout ce qu'il a pu dire... C'est même pas soulager. Tout ce qu'il a pu dire... rassurer. Qui puisse rassurer. Oui, donc tout ce qu'il a dit... C'est même plus pour soulager, parce qu'on sait que ça va être difficile. Il vaut mieux rassurer un peu. Parce qu'on ne nous a pas rassuré. Les factures d'électricité, chaque jour les factures viennent. Le prix, le coût est élevé. Sans aucune explication. D'accord? L'eau, vous avez des factures, le coût est élevé. Mais parfois, vous n'avez pas l'eau. Et on ne vous prévient même pas. Fort heureusement pour la SBDG, parfois, c'est informé, hein, pour vous dire qu'il n'y aura pas d'électricité pendant 24 heures ou bien pendant 2 heures à des endroits. Mais dans ces conditions, que nous allons marcher, nous achetons déjà cher. L'électricité coûte cher. Alors qu'on a dit qu'on peut vendre l'électricité moins cher que la Chine. Mais nous qui sommes dans le pays, nous souffrons. Il y a un problème. Alors, qui sont ceux qui sont allés mentir au chef de l'État? Par exemple, en termes de production énergétique. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que les cadres avaient vraiment dit la vérité au chef? Est-ce que les cadres là disent la vérité au chef? Et je vais bien dire au chef de bien vouloir instruire d'autres équipes discrètes pour aller contrôler ces cadres-là. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils lui mentent parfois. Et lui, il se base sur les chiffres, il parle, il est tellement si fier d'en parler. Mais les gars, c'est comme s'ils veulent le plomber. Ils sont à côté de lui, à ses côtés, mais ils veulent le plomber. Il lui revient de quand même comprendre la peine de... La preuve, vous voyez aujourd'hui les scandales au niveau du passation des marchés publics, aujourd'hui oui, le scandale qu'il y a, alors que normalement, c'est une structure normalement qui devait régler ce problème-là et régler ces problèmes de corruption qui existent à ces divers... Et aujourd'hui maintenant, c'est les mêmes qui sont mêlés à une grande corruption aujourd'hui et qui ne dit pas son nom. Bon. Donc il faut encore une refonte quand même d'un certain nombre de choses qu'on nous a toujours brandi comme satisfaction, qu'on nous a toujours brandi comme amélioration, mais en réalité, le mal est toujours là, ça gangrène toujours. Ça gangrène toujours, et c'est parce que les gens aujourd'hui, quand ils volent, ils n'aiment plus trop afficher ce qu'ils volent, mais aujourd'hui, les biens sont saisis aujourd'hui de part et d'autre, de Cotonou jusqu'à Calavi, par exemple, ou des maisons sont saisies, par exemple. Non, vous savez, ce qui m'écoeure dans cette affaire, vous savez pas, hein, les gars là sont mauvais. Les gars là. Non, je ne parle pas du chef. Hein. Les gars qui sont autour du chef là. Vous les voyez, certains leur demandent de l'argent. Des pauvres leur demandent, ils disent qu'on n'a pas l'argent. Le chef a dit de ne plus donner de l'argent. Hein. Ils disent que Patrice Talon leur a dit de ne pas aider. Certains pas mieux dire ça. Hein. Mais ils savent très bien qu'ils mangent. C'est quand on attend leur nom, ils ont détruit 300 millions de 2 000 là. Quand on se rend compte que les gars ont l'argent. Mais c'est mauvais. Vous mangez, aidez vos proches, c'est pas bon. Hein. Un dernier sujet très rapidement. Pour vous l'avez déjà dit, il y a tellement de maisons inhabitées dans Zopa que les gens construisent. Mais les maisons sont de terre en 6 mois. En 6 mois, la construction est finie, bien équipée. Mais écoutez, non. Les gars ont l'argent dans le pays. Mais le peuple... Il faut dire une minorité, c'est accaparé en tout cas. Occupation illégale de la berge est de Cotonou. Les populations de 7 quartiers sonnées de déguerpir. Oui.
veulent qu'on parle quoi? Ils n'ont qu'à partir, non? Ils ont été informés, ils ont été prévenus. Pour s'installer où? Écoutez, Carole, vous avez été... En fait, c'est en cela que je trouve que certains Béninois... Moi, je ne vais pas continuer à défendre certains Béninois. Vous avez en face une machine qui vous prévient qu'on va détruire tout. Et vous ne voulez pas rester, écouter. On vous prévient. Parfois, bon, on vous envoie des lettres et les gens pensent que c'est l'héritage de leur famille, de leur collectivité qui est à Cotonou. Non. Il vaut mieux partir, commencer à réfléchir, plutôt que d'attendre qu'on vienne vous déguerpir et que vous veniez faire les victimes. Depuis que certains parmi eux ont été informés là, ils pouvaient déjà chercher à aller dans une ferme quelque part à Agbanyezoun, Tendi, Djidja, autres là. Pourquoi ils veulent à tout prix rester à Cotonou? Mais on les dégage maintenant, vous allez voir, les enfants vont commencer à se promener à la plage, commencer à jouer pour demander de l'argent, et même vont se devenir autre chose dans la circulation. Je pense, hein, je ne vais pas les critiquer, mais je pense que plutôt que d'attendre pour subir cette humiliation, il ferait mieux de purement et simplement chercher des voies et moyens pour se mettre à l'abri des difficultés. Oui, c'est vrai. Parce que les gens veulent vous casser, ils n'auront aucune pitié. D'ailleurs, ils n'ont aucune pitié à des moments donnés. Quand ils viennent sur le terrain, là, ils disent que c'est le chef qui leur a demandé de faire. Encore que, je me demande si le chef sur le terrain peut avoir ce comportement-là. Parce que c'est un être humain quand même. Hein. Mais les gens qui viennent sur le terrain, ils se disent non, que c'est le chef qui a demandé qu'ils n'ont aucune mais ils cassent avec une certaine sauvagerie. Vous demandez si c'est des humains. Mais quand vous avez vu, ça a été fait une fois, deux fois, plier bagage et quitter. Plier bagage et quitter. Parce que d'abord, le plus souvent, quand vous ne quittez pas vite, ils viennent, vos effets sont dedans, on écrase tout, on détruit tout. Finalement, vous vous retrouvez avec un seul habit, vous voulez aller où? Je pense sincèrement que les gens feraient mieux de commencer par se prendre en charge, réfléchir autrement. C'est vrai qu'on me dira que où est-ce qu'ils ne veulent pas aller? Ils n'ont nulle part où aller. Oui, c'est vrai que l'État aussi devrait réfléchir à une possibilité de relocalisation de ces personnes, de relogement de ces personnes. Il y a des domaines un peu partout qui appartiennent à l'État. Quand je prends Bourg-en-Clavi, par exemple, sur la voie de l'hôpital de zone ou du Chic, il y a un grand domaine qui appartient au Centre national de sécurité sociale. Deux grandes clôtures là, c'est rien que de la broussaille. On a des projets pour ça. Oui, non, pour le moment, on peut faire, pour le moment, on peut faire des tentes et donner un ultimatum à ces gens-là pour dire, bon, restez là. Vous avez 1 an à faire ou 2 ans à faire là. Après ça, vous devez vous prendre en charge. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je dis c'est une proposition. Si vous ne faites pas... Parce qu'ils ne sont pas les seuls concernés par cette histoire. Et beaucoup d'autres ont été concernés par cette histoire et ont pu déjà déguerpir. Vous avez pu prendre la zone ouest, par exemple, qui a été déjà électrifiée, tout a été déjà fait dans ce sens-là. Parce que lorsque vous occupez, par exemple, le domaine public, illégalement, même si vous avez des proches, on a des parents, par exemple, je ne peux jamais leur conseiller d'aller occuper un domaine public. Parce que c'est interdit par la loi. Et à un moment donné, même si l'État, le pouvoir central voit que, OK, vous avez occupé là pendant un bon moment et qu'on veut faire des projets d'aménagement, d'électrification et autres, et qu'on vous dit, vous devez quitter là, et vous n'êtes pas les seuls concernés. D'autres zones ont été concernées et ont pu déguerpir et ont pu libérer l'espace. D'accord. Alors, pourquoi vous entêter lorsque vous savez que le gouvernement a déjà mis son plan en œuvre et que d'ici là, vous serez forcé, par exemple, de pouvoir quitter. Donc, c'est à vous de pouvoir prendre des mesures. Ne l'ignorons pas. Hein. Vous pensez, parfois même, les gens qui vivent dans ces zones-là, ils sont riches, ils ont l'argent. Hein. Je suis d'accord. Il y en a parmi eux qui ont l'argent. Il y en a parmi eux, par exemple, qui s'installent là juste de façon stratégique à cause de leur activité. D'accord? Parfois, il y en a qui vont vers le Nigeria pour pouvoir s'approvisionner. Il y en a qui sont dans, en tout cas, la vente de l'essence frelatée, d'accord? Et qui construisent en ville, hein, qui ont des maisons ou qui des mains. Du moment où cela profite à leur activité économique de façon stratégique, ils ne veulent pas quitter. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y en a dedans qui n'ont pas d'autre alternative, effectivement, et qui ont besoin. Donc, du coup, une fois que vous avez été sonné, vous avez eu un délai, vous avez eu tout le temps qu'il vous faut pour pouvoir libérer la zone et que vous vous entêtez, je pense que nul n'est au-dessus de la loi
Et malheureusement, ils vont devoir quitter et pouvoir chercher... Et ce n'est que le 6 janvier tout. Je crois que le 6 janvier, ils vont pouvoir chercher un autre coin. Je l'ai clairement dit, il faut que... Mais on ne va pas les relocaliser. Il y a des gens véritablement... On ne va pas le faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui s'attachent à rester à Cotonou. En tout cas, ils s'entêtent à rester à Cotonou à tout prix. Mais c'est vrai que c'est les gens dont nous avons besoin dans les villes. Il faut l'avouer. Hein. C'est les gens qui nous font les petits jobs, les petites courses là, le plus souvent, qui sont en difficulté. Je ne dis pas qu'il faut prendre tout le monde en charge, mais parfois il y a des cas isolés qu'on peut réfléchir à aider, parce que c'est quand même des Béninois. Et nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour les Béninois. C'est de ça, moi, je parle. C'est de la même façon. Chez nous, par exemple, même dans votre quartier, par exemple, il y a des gens qui vivent sur des parcelles inoccupées, des gens qui ont pu juste faire des petites baraques, qui vivent là, par exemple. Ce ne sont pas leurs parcelles, mais ils ont demandé. Mais ils peuvent faire de même, s'installer là, pour pouvoir venir nous aider dans... On va proposer aux acteurs politiques qui ont assez de domaines dans la ZOPA et autres là. Inhabités surtout. Voilà, d'aller identifier des gens sur ces sites-là et de leur permettre de venir rester sur les parcelles. Et on peut même les reloger dans les immeubles qui ont été saisis, qui sont là, qui ne servent à rien. Merci Marc Goudjalou.